collègue Jean Sol, au nom donc de la délégation sénatoriale à la prospective. Cher Jean, vous avez 8 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, qui dit eau dit santé, assainissement, hygiène et prévention des maladies, dit paix, dit développement durable, lutte contre la pauvreté, soutien aux systèmes alimentaires et création d'emplois et prospérité. C'est pourquoi l'eau doit être au centre de l'agenda politique mondial. C'est par ces mots qu'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, concluait la conférence des Nations Unies sur l'eau le 24 mars dernier. En France aussi, l'eau est au cœur du développement de nos territoires, de notre agriculture, de notre système énergétique, puisqu'il faut beaucoup d'eau pour refroidir les centrales thermiques. L'eau est également essentielle à l'équilibre des écosystèmes, et quand elle vient à se dégrader, à manquer ou à l'inverse à être en trop, les conséquences sont dramatiques. Plus trivialement, l'eau est au cœur de notre vie quotidienne. Nous ne faisons même plus attention à la prouesse que constitue le fait d'avoir tout le temps à notre disposition une eau de qualité, simplement en ouvrant le robinet et pour un coût relativement modeste de 4,30 € en moyenne pour 1000 litres, assainissement compris. Mais cela sera-t-il toujours le cas? L'année dernière, plus de 2000 communes ont connu des difficultés d'approvisionnement en eau potable. La sécheresse s'installe comme une situation non plus exceptionnelle mais habituelle et récurrente. Dans un pays tempéré comme le nôtre, c'est un choc culturel. Sur l'Hexagone, nous recevrons chaque année plus de 500 milliards de mètres cubes de précipitations, dont un bon tiers s'infiltre dans le sol ou vont dans nos rivières. C'est ce qu'on appelle les pluies utiles, 200 milliards de mètres cubes. En toute logique, nous ne devrions pas avoir de difficultés puisque nous utilisons de l'ordre de 30 à 32 milliards de mètres cubes par an. 15 pour le refroidissement de nos centrales, 5 pour l'alimentation des canaux, 5 pour l'eau potable, 3 pour l'agriculture et un peu moins de 3 pour l'industrie. Bien sûr, il faut laisser une partie de cette eau dans les nappes, dans les rivières et plus largement dans les milieux, mais nous devrions pouvoir répondre à tous nos besoins. Malheureusement, le réchauffement climatique change la donne. L'étude Explore 2170 nous dit que le débit de nos rivières va baisser de 10 à 40%. D'une année sur l'autre, nous pouvons connaître des variations importantes de précipitations. La sécheresse extrêmement forte que nous avons connue en 2022, qui vient après d'autres étés secs, a fait prendre conscience que nous n'allons pas échapper à une remise en cause de nos modèles. Au 1er mars de cette année, 80% des nappes phréatiques sont encore à un niveau considéré comme bas par le Bureau de recherche géologique et minière. Aucune région n'échappe au phénomène. L'année dernière, ce sont la quasi-totalité des départements qui ont été touchés par des arrêtés sécheresse. Pour l'eau, l'été, entre juin et août, devient de plus en plus critique et à l'heure où nous parlons, les perspectives estivales 2023 sont particulièrement sombres. La délégation à la prospective du Sénat avait déjà tiré le signal d'alarme en 2016 avec l'excellent rapport eau urgence déclarée de nos collègues Jean-Jacques Lozach et Henri Tandonnet. Depuis 2022, nous avons lancé de nouveaux travaux pour actualiser nos données, affiner notre analyse, avec pas moins de 4 rapporteurs, au nom desquels je parle aujourd'hui, Catherine Belriti, Cécile Kukirman, Alain Richard et moi-même. Notre rapport, articulé autour de 8 questions, s'intitule « Comment éviter la panne sèche ?» Car, sans être alarmiste, il faut être lucide. Nous pouvons gérer l'eau dans la nouvelle période qui s'ouvre, mais il va falloir s'en donner les moyens. Ces moyens existent. Nous avons en effet, depuis 1964, une gouvernance de l'eau par grands bassins hydrologiques, reposant sur les agences de l'eau, une planification pluriannuelle à travers les SDAGE, des moyens financiers mobilisés grâce aux redevances, plus de 2 milliards d'euros par an. Nous avons des collectivités territoriales impliquées dans le petit comme le grand cycle de l'eau qui se sont parfois regroupées dans des établissements publics de bassin pour gérer en commun les ressources et les milieux avec comme philosophie la démocratie de l'eau. Bref, nous sommes armés pour faire face aux défis de l'avenir de l'eau, mais nous sommes aussi en difficulté pour définir ce que nous voulons pour mieux gérer notre eau. Sur le plan qualitatif, nous continuons à poursuivre un objectif d'excellence, fixé d'ailleurs par les textes européens, comme la directive cadre sur l'eau. Malheureusement, le bon état des masses d'eau souterraines et de surface ne sera pas atteint à l'échéance de la directive, qui a pourtant déjà été repoussée à 2027.
Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer nos efforts. Lutter contre les pollutions organiques, les nitrates, les résidus de pesticides, les résidus médicamenteux, les pollutions plastiques ou les PFAS. C'est un enjeu de santé publique non négociable. Sur le plan quantitatif, l'équation se corse. La priorité doit être la sobriété. C'est ce qu'a dit en tout cas le président de la République en présentant le plan eau du gouvernement en 53 mesures le 30 mars dernier. Nous le disons aussi dans notre rapport. Mais cela ne doit pas se faire en partant d'un dogme d'interdiction de toute nouvelle retenue d'eau. Gérer l'eau est consubstantiel à la civilisation. Refuser par principe de le faire, c'est se condamner à des difficultés futures pour tous, à commencer par les agriculteurs. La première recommandation de notre rapport est de permettre de nouvelles retenues dès lors que le service environnemental et économique rendu est positif. La seconde est de mettre en œuvre les solutions de gestion de l'eau fondées sur la nature. Nous proposons aussi d'accélérer la transformation des pratiques agricoles pour faire face aux tensions hydriques. Disons-le tout net, faire de l'agriculture sans eau est impossible, mais améliorer les systèmes d'irrigation, les pratiques culturales, mieux gérer la ressource, c'est possible à condition d'accompagner les agriculteurs. La recherche et l'innovation peuvent aussi être mobilisées pour avancer, par exemple, en encourageant la réutilisation des eaux usées traitées, particulièrement utile dans les zones côtières en bout de bassin. Cette proposition de notre rapport figure dans le plan eau du gouvernement. La question des moyens financiers, Madame la Ministre, ne peut être éludée. Notre rapport juge indispensable de rehausser les moyens des agences de l'eau, notamment, point sur lequel le plan eau apporte aussi une réponse. Notre rapport préconise également de davantage décentraliser la décision publique sur l'eau et de repolitiser les instances de l'eau, qui ne doit pas être une affaire unique de techniciens. Enfin, nous préconisons de faire davantage de pédagogie auprès du grand public pour faire connaître les enjeux de l'eau et faire prendre conscience des efforts que nous allons tous devoir faire. Je terminerai en disant que les principes de la politique de l'eau ne doivent pas nous faire perdre notre bon sens, en vous parlant de nos vieux canaux d'irrigation des Pyrénées-Orientales. Au nom des débits réservés, on empêche l'eau d'y circuler. Or, ils contribuent à recharger la nappe, à ralentir l'écoulement de notre fleuve la Tête vers la Méditerranée et font vivre un maraîchage local vertueux, vous en conviendrez. Tuer nos agriculteurs ne résoudra pas nos soucis d'eau. Alors, je formule un vœu, que l'on trouve des solutions raisonnables, comme le faisaient nos anciens, car si l'eau est plus rare, elle n'a pas disparu, et la France ne sera jamais le Sahara. Notre intelligence collective doit nous permettre d'éviter la panne sèche. Je vous remercie. Merci.